cette revue médicale de Lancet. Et ils ont aussi mis en cause le refus du quatrième auteur, patron de la fameuse société les ayant collectés, la société Surgifère, de donner accès à la base de données. Alors pour les spectateurs qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le problème de fond de cette étude The Lancet ? Voilà, alors d'abord merci de votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer sur ces sujets qui sont extrêmement importants. Alors d'abord, dès l'instant où nous avons vu cette étude du Lancet, il y avait des choses qui ne nous paraissaient pas tout à fait normales. En particulier, je crois que le dernier malade qui a été inclus est aux alentours du 14 avril et la publication est du 19 mai, quelque chose comme ça. Donc sur 96 000 patients, je veux dire, je sais pas, enfin, pour ceux qui ont essayé, comme moi, de publier plusieurs fois dans le Lancet, je veux dire, c'est en général très long, il faut expliquer pourquoi. On a un comité de lecture qui 3 ou 4 fois font des allers-retours. Et donc tout ça allait très 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 vite au fond et on ne comprenait pas d'abord les délais. Ensuite, ce sont des études rétrospectives, donc sans groupe contrôle. Mais je dois dire que c'est une étude rétrospective et après tout, pourquoi pas ? Les études épidémiologiques rétrospectives sont tout à fait aussi valables. C'est moins bien qu'une prospective, mais c'est quand même intéressant. Le nombre de facteurs de risque, par exemple, dans les différents continents étaient les mêmes. Même nombre de gens qui fument en Afrique, même nombre de gens qui fument dans les autres continents. Ça, c'est pas possible. C'est des petits exemples, mais au fond, ce n'est pas possible pour ceux qui ont l'habitude de faire des études. Je pourrais comme ça multiplier et on ne va pas faire ça. Moi, par contre, c'est vrai qu'en disant que je ne croyais pas à cette étude, pour 1000 raisons, je n'ai ajouté une qui n'était pas bonne. Et j'ai été repris, comme vous l'avez très bien dit, par des internautes, à juste titre, parce que j'avais dit que le groupe hydroxychloroquine était avec besoin de beaucoup plus d'oxygène que l'autre. Et ça, ce n'était pas vrai. Donc ensuite j'ai accepté cette erreur de manière extrêmement honnête, mais j'ai ajouté que cette étude, je ne la considérais pas comme très sérieuse. Bon. Ensuite, il y a eu, de la part de vos confrères, des interviews de M. Mera, qui est le premier auteur. On a bien vu que lui croyait bien à ces résultats. Et donc, là, elle se pose une question au fond. C'est que ces 3 auteurs sur 4 sont de bonne foi. Et c'est la question que je voudrais soulever ici. C'est que je crois qu'il y a une manipulation de ces gens dont on s'est servi de par leur notoriété et leur sérieux, parce qu'ils ont confié au 4e auteur l'étude biostatistique. Et donc, comme vous le savez, dans les études épidémiologiques, quand il faut savoir si tel médicament est mieux qu'un autre, ou s'il est plus dangereux qu'un autre, c'est des études statistiques. Or, cette compagnie Surgisphère paraît être totalement bidon, et ces auteurs ont demandé à Surgisphère les big data pour qu'on les revoie. De la même manière, les responsables du Lancet ont demandé aussi les big data. Mais surtout, les scientifiques les plus éminents, en particulier le plus grand infectiologue d'Oxford, qui a demandé, une centaine, je crois, ou 150 scientifiques, qui ont demandé les données. Et cette entreprise n'a pas voulu leur donner ces données. Et ça, lorsqu'un statisticien ne vous donne pas ces données, c'est quand même assez louche, c'est pas normal. Et donc, je crois que de manière assez honnête, ils ont préféré sortir de cela. Donc, vous voyez, je crois que, et c'est ça que je voudrais, si j'ai 2 secondes, je pense que c'est ça qui est important au fond. C'est pas, et d'ailleurs, c'est pas parce que cette étude du Lancet est bidon que pour autant l'hydroxychloroquine marche. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur le Lancet qui a publié une étude qui est une étude
qui n'est pas fondée. On pense même que ces données n'ont jamais existé, pratiquement, probablement. Et donc, on voit bien que c'est une catastrophe, au fond, pour nous tous, parce que les scientifiques sont quand même extrêmement peinés de voir que ce journal a pu sortir cet article sans, au fond, avoir une vraie attitude scientifique à son tour pour être sûr que les données soient vraies. De la même manière, le New England Journal of Medicine, le deuxième, avec le même auteur, M. Mera, et avec la même société de Big Data, là, cette fois-ci, ce n'était pas contre l'hydroxychloroquine, c'était contre les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est-à-dire un médicament hypotenseur. Eh bien, ces deux grands journaux, ont décidé de retirer, de dire à ses lecteurs, attention, nous ne sommes pas sûrs de la véracité de ces... Donc, comme si quelqu'un, au fond, parce que à qui ça profite? C'était ma question, parce que vous avez affirmé que les 3 auteurs qui sont rétractés avaient été manipulés. Alors ma question, c'est par qui et dans quel but? Mais c'est là la question. C'est la question que vous, journalistes, ou vous, internautes, ou vous, surtout, personnes qui travaillent dans le comité scientifique du Lancet, du New England Journal of Medicine, doit absolument regarder qui a eu... pourquoi Surgisphere, cette entreprise, a donné des données qui semblent totalement fausses, erronées et peut-être inventées. Donc c'est ça qui est important. Donc encore une fois, vous voyez bien qu'au début, il y avait plusieurs médicaments qui pouvaient être des candidats pour améliorer les malades, et essentiellement 3, et ces études en ont totalement discrédité 2. Donc, la question est de savoir pourquoi on a discrédité ces 2 médicaments. Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je suis obligé de poser cette question. Est-ce que l'empressement du gouvernement à vouloir suspendre les travaux de recherche et les études de tests en cours sur la chloroquine vous semble suspecte? Parce que nombreux sont ceux qui ont accusé le gouvernement de connivence avec... certains grands laboratoires pharmaceutiques qui travaillent sur des remèdes qui sont bien plus onéreux, par exemple, qu'un traitement à l'hydroxychloroquine. Alors, je ne pense pas que le gouvernement lui-même soit, et le ministre de la Santé, soit, je dirais, à coquiner un laboratoire. Ça, je ne le pense pas du tout. Non, ce qui se passe, c'est que, à la suite de cette étude du Lancet, il y a eu l'OMS, enfin, c'est le Lancet aussi, donc c'est quand même une revue extrêmement importante, mais enfin, c'est empressé de dire qu'on ne peut plus faire d'études à partir d'hydroxychloroquine. Quand ils ont vu que le Lancet avait été porteur d'une fausse étude, ils ont immédiatement corrigé. Donc, c'est vrai que je pense que maintenant, le ministre de la Santé doit en effet lui-même revoir ce décret. Alors, l'épidémie est en train de s'arrêter, et donc on n'est pas dans une phase non plus où ça pourrait être très très grave. Mais enfin, permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas réagir aussi rapidement lorsqu'on n'est pas sûr de ce que l'on fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, en effet, comme l'OMS l'a fait, le ministre de la Santé doit revenir sur son décret. Quand on voit les réactions justement concernant la chloroquine, que ce soit ceux qui sont pro-chloroquine ou ceux qui sont anti-chloroquine, on peut se poser la question, est-ce que la science peut vraiment s'inviter dans le débat politique? Est-ce que ce n'est pas un sujet qui est trop complexe, qui demande justement trop de recul, comme vous l'indiquez, pour être débattu par les hommes politiques? Alors, une première remarque d'abord. Tout à l'heure, vous avez dit que j'avais fait une pétition. Enfin, c'est des scientifiques qui ont fait une pétition, une dizaine, quinzaine, vingtaine. Et ensuite, il y a eu en effet des citoyens qui l'ont fait. Et vous avez dit que j'avais fait une pétition pour l'utilisation d'hydroxychloroquine. En fait, c'est pas ça. J'ai fait une pétition pour que le ministre change son décret, car le décret interdit les médecins français d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc, c'est en fait une liberté
cette pétition, c'est pour que les médecins puissent, ou pas, s'ils ne le veulent pas, mais puissent, ils ont fait 10 ans d'études. L'hydroxychloroquine, c'est un médicament qu'on connaît depuis 70 ans, je veux dire, et c'est ça qui nous paraissait important. C'était pas pour dire donnez-le, dire si vous voulez le donner, donnez-le, ce qui n'est pas pareil. Et en plus, on disait au niveau hospitalier, avec un électrocardiogramme avant, pendant, après, parce que vous savez que l'hydroxychloroquine peut avoir des effets secondaires cardiaques. Donc, je vous le dis parce que c'est extrêmement important d'être très, très précis. Maintenant, la question, c'est science et politique. Non. La réponse est non. On ne peut pas faire de la politique avec de la science ou de la science avec de la politique. C'est très dangereux. Il y a même des dictatures qui ont fait ça. Donc il faut faire très attention. La science, c'est la science. La politique, c'est la politique. Et donc il ne faut pas que ça se mélange. Et malheureusement, je pense qu'il y a eu un petit peu de ça dans cette crise. Alors concrètement, quelles sont les preuves que l'hydroxychloroquine est efficace contre le Covid-19 ? C'est ça le sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça que les scientifiques, dans ce qu'ils ont de plus, je dirais, rigoureux dans une étude épidémiologique randomisée en double aveugle, c'est-à-dire 2 groupes à l'aveugle, personne ne sait qui prend le médicament, personne ne sait qui prend le placebo, ça, elle n'existe pas. Donc cette étude n'existe pas. Donc tant qu'elle n'existe pas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une preuve. Bon. Ce que l'on sait, et c'est pour ça que cette histoire n'a pas de sens au fond, cette polémique n'a pas de sens, c'est qu'il y a en réalité une stratégie sanitaire dans laquelle l'hydroxychloroquine est rentrée. Mais c'est une stratégie sanitaire. Je vous l'explique si vous le permettez. Devant une épidémie, quelle qu'elle soit, il faut d'abord se poser la question de savoir si on connaît le microbe ou pas. La réponse est oui, on connaît le microbe. Les Chinois nous ont donné la carte génétique du virus. Très bien. Ensuite, est-ce qu'il faut aller vite ou pas? Parce que s'il est dangereux ou pas, contagieux ou pas et virulent. La réponse est oui, il faut aller vite. Troisièmement, à partir de là, il faut faire 3 choses. Il faut tout de suite tester ceux qui sont malades ou ceux qui croient être malades. Immédiatement, ceux qui sont malades, il faut les isoler, dit en quarantaine. Enfin, en fait, ce n'est pas les quarantaines, c'est à peu près 14 jours, bon, pour pas qu'ils reviennent à la maison et pour pas qu'ils contaminent toute la famille. Et troisièmement, il faut quand même juste s'en occuper parce que c'est un virus qui, dans un premier temps, touche les poumons, mais qui peut toucher aussi le myocarde, qui peut toucher une partie du cerveau, qui vous enlève le goût, l'odorat, donc il y a des parties quand même neurologiques, etc., etc. Donc devant ça, c'est une stratégie. Or, la personne qui a fait cette stratégie en France, il n'y en a qu'un. Alors, je le dis tout de suite parce que je suis membre de la fondation de l'IHU, comme vous l'avez très bien dit, de Marseille, à titre bénévole. Je n'ai jamais touché un centime, on ne m'a jamais invité au restaurant, on ne m'a jamais invité dans un billet d'avion, on ne m'a jamais offert un billet d'avion, je tiens à le dire quand même. Et d'ailleurs, le professeur Delfrécy, qui est président du comité scientifique et qui n'est pas en accord, d'ailleurs, obligatoirement avec la stratégie de Didier Raoult, fait partie aussi du comité. Donc, moi, si j'avais été contre, je le dirais, voilà, je n'ai pas peur de dire que je suis pour ou contre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Marseille? Ils ont décidé de dire il faut tester. Bon. Alors, j'ai été ministre de la Santé 2 fois. Donc, je ne vais pas donner des leçons de morale à un ministre de la Santé. Je dis juste que ce ministère de la Santé a dit on ne peut tester qu'avec des machines référencées par le ministère de la Santé. Alors que nous sommes un des pays au monde où il y a le plus de machines PCR. Bon, qu'a fait Raoult? Il a pris les siennes, les machines PCR de l'IHU, il a demandé à tous les gens du privé, du secteur privé, qui font quand même, entre parenthèses, 60% des analyses médicales en France, il leur a dit testez, vous aussi, si vous voulez, aidez-moi, plus les vétos, les vétérinaires, et les autres, enfin les unités de recherche. Bon. Ce mantra tester, c'était ce que l'OMS d'ailleurs avait incité à faire au tout début de la crise. Bien sûr, c'est le b.a.-ba des stratégies sanitaires face à l'épidémie. Tester, isoler, traiter. Bon. Donc, lui le fait. Donc pourquoi ça marche à Marseille?
C'est parce que, au fond, comme il dépiste, il traite et il teste beaucoup, il dépiste aussi beaucoup. Il dépiste des gens positifs, il les isole et ensuite il leur donne un antiviral. Alors c'est hydroxychloroquine, azithromycine. Bon. Il savait, dans les publications chinoises, que des Chinois disaient que lorsqu'on mettait de l'hydroxychloroquine dans un tube à essai avec un virus, le virus meurt. Puis ensuite, ils ont dit, mais ça améliore les malades. C'est une publication. Bon, il a dit, je vais ajouter l'azithromycine parce que, pour des raisons purement d'infectiologie. Il fait ça dans le tube à essai, il voit que le virus meurt. Il donne ça à 24, 25, 30, 50 malades, et il voit qu'il s'améliore. Il le publie. Mais il le publie, il n'a jamais dit qu'il faisait une étude en double aveugle. Enfin, il publie les résultats pour dire, j'ai des bons résultats. Et donc, comme il teste, il dépiste tôt. Comme il dépiste tôt, il traite tôt. Donc, donner l'hydroxychloroquine en début de traitement, mais c'est comme si vous donnez n'importe quel antiviral, peut-être. On le verra après, ça, plus tard, en fonction des autres résultats des autres pays. Mais on voit bien que les pays qui ont fait cette technique ont 4 fois moins de morts, ça c'est l'Allemagne, que la France. Quant à l'Autriche, elle en a 5 fois moins. Elle a encore plus testé, donc plus isolé, et ensuite traité. Mais quand vous dites traité, par exemple, quelqu'un qui a, on ne va pas rentrer dans les techniques, dans le débat, mais enfin, qui a 90 de saturation en oxygène, ou 88, ou 92, 93, ben, il faut peut-être lui donner de l'oxygène. Dans le reste du pays, en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux gens qui téléphonaient au 15, écoutez, est-ce que vous êtes essoufflé? Non, je ne suis pas essoufflé, mais j'ai une oppression thoracique, j'ai très mal à la tête, j'ai de la fièvre, mais écoutez, bon, vous avez certainement le Covid, mais est-ce que je peux être testé? Non, vous ne pouvez pas être testé, c'est réservé pour les soignants, mais est-ce que je vais à l'hôpital? Non, pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital, restez chez vous. J'habite avec 6 personnes. Très bien, mais restez chez vous, ils vous surveilleront, et si vous êtes essoufflé un peu plus, alors vous venez chez nous, à l'hôpital. Bon. Et c'est comme ça que je peux vous donner les 2 chiffres, parce qu'il n'y a qu'un seul rapport qui est comparable d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Les médecins, ils hospitalisent les gens, pas par plaisir. Ils hospitalisent des malades pour des raisons données. Et ces raisons, c'est l'essoufflement. 98% des cas. Donc, les gens qui sont à Toulouse, où il n'y a pratiquement pas eu de virus, ou à Mulhouse, où il y en a eu beaucoup, ou à Paris, où il y en a eu beaucoup, ou à Lyon, ou à Marseille, où il y en a eu quand même pas mal, eh bien, c'est la même chose. Les médecins, ils hospitalisent pour une raison. C'est l'essoufflement. Et maintenant, vous faites le rapport des gens qui sont morts à l'hôpital. Eh bien, c'est 3,1% à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et IHU de Marseille, c'est-à-dire ceux qui étaient traités avec la stratégie dont je viens de vous parler, et 17,8% en France. Donc, c'est des sujets extrêmement graves. Mais Didier Raoult, vous l'avez souligné, mais il a été beaucoup critiqué sur sa méthodologie concernant cette publication. Et pourquoi il n'a pas voulu réaliser justement une étude selon un process qui aurait été indiscutable, vous le mentionniez, en double aveugle? Alors ça, c'est la question, en effet, qui est une question importante, parce que s'il y avait eu cette étude en double aveugle d'emblée, ben, de toute façon, la question ne se pose pas, puisque voilà. Et donc, on peut, enfin, ça s'entend, ça se respecte, je dirais, des gens qui disent cela. Lui répond qu'il était dans une phase très aiguë, de crise sanitaire aiguë, comme on en voit rarement, avec des milliers de gens qui viennent se présenter avec un essoufflement et un risque de passage en réanimation. Et donc, il dit, vous qui me posez la question, est-ce que vous auriez aimé que je vous mette dans le groupe placebo avec de l'eau à la place du traitement? Dis-moi, en tant que médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Je ne pouvais pas le faire pour des raisons éthiques. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement recevable aussi. Donc les deux sont recevables. Il faut arrêter les polémiques. Le chiffre que je vous ai donné, par contre, est extrêmement important. Parce que c'est celui-là qui comptera dans l'histoire, et c'est ce qui sera important, surtout, ce sont des leçons à tirer pour la suite. 3,1%, 17,8%. Une question un peu plus sur l'homme Didier Raoult. Comment est-ce qu'il a vécu cette soudaine mise en lumière médiatique? Et
est-ce qu'il envisage une autre carrière que celle de scientifique? Alors ça, je suis sûr que non. Je pense que Didier Raoult est quelqu'un qui est un passionné de recherche. Donc, il a fait une carrière extrêmement brillante, comme beaucoup d'autres scientifiques d'ailleurs en France. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas le seul, mais enfin, dans sa discipline, il est, je dirais, respecté dans le monde entier. Donc, il n'a absolument pas envie, enfin, je veux dire, être mis dans la lumière n'est pas le but de Didier Raoult du tout. Il a envie de continuer à faire de la recherche. Très bien. Vu que vous avez été ministre de la Santé, vous pourrez certainement me répondre, est-ce que le mensonge est permis durant ce genre de période? On se souvient notamment de la prétendue inefficacité des masques contre le Covid-19 prônée par Sibeth Ndiaye au début de la crise. Ces mêmes masques qui vous exposent aujourd'hui à une amende si vous n'en portez pas dans le métro, par exemple. Alors, je pense qu'il y a eu une pénurie de masques et M. Delfrécy, ce matin, dans une radio publique, a reconnu que le comité scientifique avait également dit que les masques étaient réservés aux soignants parce qu'il y avait une pénurie. Donc il l'a reconnu lui-même. Donc je pense que aujourd'hui le masque, vous savez, c'est évidemment quelque chose de très efficace, puisque le virus est un virus est un virus respiratoire. Donc dans la mesure où il est respiratoire, vous le projetez quand vous êtes malade. Et donc, si vous mettez quelque chose sur la bouche, sur le nez, ça c'est sûr, c'est pas la peine d'être prix Nobel ni d'économie ni de médecine pour comprendre que si les deux personnes ont un masque, ben vous diminuez de 90 ou 95% le risque de contamination. Donc, je pense qu'en effet, il valait mieux le dire comme ça au départ qu'autrement. Et du coup, la question qui en découle, c'est est-ce que vous trouvez que le gouvernement français et le président de la République, Emmanuel Macron, ont été à la hauteur dans la gestion de cette Alors, crise? si je veux être honnête jusqu'au bout, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été bien conseillé. Emmanuel Macron n'est pas un scientifique, Emmanuel Macron n'est pas un médecin, Emmanuel Macron n'est pas donc. Je veux dire, il ne faut pas non plus être, il faut pas être trop facile là-dedans. Moi, je pense que la partie santé, la réforme, la stratégie sanitaire a été en France malheureusement, je dirais, faible sur le plan du test, du dépistage, comme je l'ai dit, et de l'isolation des malades, sachant qu'en Chine, on sait que 80% des contaminations ont été familiales. Moi, je pense et je tiens à dire, et je me suis battu depuis le début, pour dire que la stratégie sanitaire dans ce pays, c'était de tester, d'isoler, de traiter, et que le professeur Raoult avait eu d'excellents résultats à Marseille, et que donc il faut le prendre en considération. Je ne comprendrai pas comment on puisse continuer comme ça, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs. Voilà. Après, je pense qu'il y a une manipulation de la part probablement d'industrie pharmaceutique, parce que j'ai vu qu'il y avait des cours de bourse qui montaient de 4 à 5 milliards ou qui ensuite s'effondraient de 4 à 5 milliards. Il y avait des gens sur le vaccin qui ont fait croire qu'ils avaient un vaccin alors qu'il n'y avait qu'une phase 1, c'est-à-dire la phase 1, c'est prendre des gens sains pour savoir si vous n'avez pas d'effets secondaires graves. Ce n'est même pas des malades. Et après avoir pris 9 ou 10 personnes comme ça de phase 1, on fait croire que le vaccin fonctionne. Résultat, le cours de la bourse augmente de 30%. Ça, c'est inadmissible. Ça, il faut tirer des leçons de ça. On ne peut pas continuer avec... on ne peut pas continuer. Enfin, c'est dramatique. Il y a eu des milliers de morts. Il y a des milliers de gens, des dizaines, des centaines de milliers de gens qui ont eu le Covid. On ne peut pas, si on respecte l'être humain, on ne peut pas continuer dans cette folie. Il y a eu notamment le laboratoire Sanofi qui a fait scandale, parce qu'il a dit que si jamais il trouvait le vaccin, les premiers livrés seront les États-Unis, parce que c'est eux qui ont le plus financé ces recherches sur le vaccin. Pour vous, la santé devrait être séparée des intérêts financiers, mais dans le même temps, est-ce que les États ont les moyens de financer ces laboratoires pour
Non, ce que je crois d'abord, en effet, cette phrase est absolument en effet inadmissible. Je crois que le président de Sanofi est revenu là-dessus, parce que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il dit, en effet, j'ai été financé par l'État américain et j'ai frappé à la porte de l'Europe et personne ne m'a rien donné. Il a oublié quand même de dire que la France lui avait donné 150 millions de crédits d'impôt recherche quand même. Donc je pense que ça, ce n'est pas normal. Si vous voulez, mon avis, c'est que la santé doit être un bien public mondial, comme la nourriture, l'éducation, l'assainissement et bien évidemment l'eau potable. Donc je pense que c'est fondamental. À partir de là, que des laboratoires vendent à un certain prix aux pays qui peuvent payer, aux pays qui ont une protection sociale, aux pays... Bon, ça c'est une chose. Mais par contre, pour ceux qui n'ont rien, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont dits les pays à bas revenus, il faut donner à prix coûtant. C'est au même moment, et pas attendre 15 ans comme aujourd'hui que les brevets tombent, au même moment, ces vaccins ou ces médicaments. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a les internautes qui nous ont posé quelques... Alors oui, les questions des internautes. Alors tu poursuis parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de questions qui ressortent. D'accord. Donc si tu as une autre question... On va pouvoir continuer sur l'industrie pharmaceutique. Vous avez déploré, je cite, notre perte de souveraineté européenne en termes de médicaments. En quoi concrètement cela a-t-il posé problème lors de cette crise ? Alors vous avez, prenons un exemple, les gens qui sont en réanimation. Les gens qui sont en réanimation, vous avez besoin de curare, parce que ça permet de reposer vos muscles ici, de les relâcher, et quand on vous intube, quand on vous met un tuyau pour vous faire respirer. Vous avez des anesthésiques et vous avez également des hypnotiques. Ces médicaments ont manqué. On a eu peur, on n'avait plus de stock. Et ces médicaments, mais on peut aller même plus loin, la chimiothérapie avec les anticancéreux, on peut même aller jusqu'au paracétamol, on peut parler des antibiotiques. 80% des principes actifs viennent d'Inde et de Chine. Bon. Vous avez beaucoup d'industries pharmaceutiques qui sont délocalisées là-bas, européennes, qui sont délocalisées là-bas. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre est moins chère, les principes actifs, évidemment, sont là, et vous gagnez beaucoup plus d'argent. Voilà. Et donc, résultat, si un jour il y avait eu une tension, voire une guerre entre l'Europe et ces deux pays, il peut y avoir une catastrophe absolue sur notre indépendance sanitaire. D'où l'importance de faire revenir ces industries. D'abord, il faut 3 à 5 ans pour faire revenir une industrie comme celle-là. Deuxièmement, il faut comprendre que les médicaments seront plus chers. Donc, il faudrait qu'il y ait des efforts des États, à la fois au niveau fiscal, mais au niveau aussi du crédit impôt recherche qu'il vaudrait mieux peut-être axer sur le sanitaire et peut-être moins sur la grande distribution. Enfin, il y a des choix politiques à faire, si vous voulez, si on veut une souveraineté sanitaire. Mais il est évident que nous devons avoir une souveraineté nationale, nationale d'abord et européenne ensuite, parce qu'on ne peut pas avoir que nationale, c'est nationale et européenne, et vous ne pouvez le faire que s'il y a une volonté politique. Alors vous soulignez la nécessité d'avoir une solidarité européenne, mais justement lors de une souveraineté européenne. Une souveraineté, pardon, européenne, mais justement cette crise a montré que la solidarité déjà entre pays européens n'était pas à son plus fort, et on a vu même des pays comme l'Italie être assistés par des pays extérieurs à l'UE, tels que la Chine, la Russie et même Cuba. Oui, absolument. Ça a été une catastrophe. En fait, cette crise a montré une absence de solidarité internationale, et en particulier aussi à l'intérieur de l'internationale européenne. Donc, il n'y a pas eu de solidarité européenne. L'Europe de la santé, comme vous le savez, n'existe pas, puisque c'est du ressort des pays. Donc, je pense qu'il faut garder, évidemment, les protections sociales doivent être nationales, parce que si vous ne pouvez pas comparer le système d'assurance maladie du Royaume-Uni qui est basé sur l'impôt avec le système allemand ou français qui est basé sur les cotisations. Donc ça, vous ne pourrez pas
arriver. Alors, bon, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe. Donc, enfin, vous pouvez prendre d'autres qui sont basés sur l'impôt. Alors, par contre, on pourrait très bien dire que la santé publique, c'est-à-dire la gestion des masques, la gestion des vaccins, la gestion des contrôles des frontières, des éventuelles fermetures des frontières, tout ça doit être géré à un niveau européen, et c'est évident qu'il faut le faire. Brièvement, parce qu'on approche de la fin de cet entretien, Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient mettre fin à leur relation avec l'OMS. Est-ce que vous comprenez ce choix? Et pensez-vous que l'OMS a bien géré cette crise? Alors, l'OMS, aujourd'hui, montre bien qu'elle n'est pas l'organisation qui est capable de coordonner et de diriger la lutte contre une pandémie comme celle-là. Ce n'est pas la faute du directeur général. J'étais candidat, comme vous l'avez dit, au poste de directeur général, et c'est lui qui a été élu, et donc ça serait je dirais, c'est pas à la hauteur, je dirais, de votre question, parce que je crois que c'est vraiment pas dû à lui, c'est dû à la communauté internationale. Pourquoi? Parce que l'OMC, par exemple, pour l'économie, pour les rapports économiques entre les pays, et a des mesures contraignantes. Le directeur général de l'OMC peut contraindre un pays. Et je peux vous assurer que les premiers ministres ou les chefs d'État ou de gouvernement font très attention à ce que dit le directeur général de l'OMC. À l'inverse, l'OMS, quoi qu'elle dise, mais les chefs d'État et de gouvernement s'en moquent puisqu'il n'y a aucune mesure contraignante. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est donner au directeur général de l'OMS un pouvoir contraignant. Nous avons, depuis 2005, depuis le STRAS, décidé d'un règlement sanitaire international pour l'OMS. Mais ce règlement sanitaire international, le directeur général de l'OMS doit l'appliquer. Mais les chefs d'État et de gouvernement de beaucoup de pays ne l'appliquent pas. Aucune mesure contraignante. Donc je dirais deux choses. Un, mesure contraignante qu'il faut mettre en place pour l'OMS. Deuxièmement, que le directeur général ne soit plus nommé pour 4 ans, mais pour, par exemple, 5 ans, 6 ans, si vous voulez, non renouvelable. Pourquoi? Parce que ce sont les États qui votent pour le directeur général. Et donc, vous avez des États extrêmement puissants. Vous avez parlé des États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Et que si un de ces deux pays, par exemple, dont beaucoup de pays dépendent, parce qu'il faut savoir que le plus petit des États dans le monde a une voix. Mais le plus gros a une voix aussi. Sauf que le gros, je ne dis pas qu'il achète, mais il est quand même très influent sur beaucoup de pays. Donc vous pouvez être dans les mains d'un pays. Donc je pense que retirer la contribution des États-Unis est une erreur. Parce que M. Trump ne croit pas au multilatéralisme, et moi j'y crois. À l'inverse, et donc la politique de la chaise vide est toujours très mauvaise, mais à l'inverse, je pense qu'il faut arrêter de politiser, en particulier l'élection à la direction du directeur général de l'OMS. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on aura terminé l'année et que la mortalité se sera lissée sur toute l'année, est-ce qu'on verra une mortalité, par exemple, par rapport à l'année précédente? Et deuxième question qui fait suite à cela, est-ce que vous pensez qu'on doit s'attendre à une seconde vague? Alors, sur la première question de la surmortalité, on verra. On peut pas, moi, je ne suis pas devin, donc on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est extrêmement intéressant à regarder politiquement, c'est la surmortalité au moment de la crise. Donc, au moment de la crise, par exemple, entre le 1er mars et le 19 avril, là vraiment, quand ça chauffait, quoi, la surmortalité en France, si on compare du 1er mars au 19 avril cette année avec 1er mars, 19 avril les 4 dernières années, la surmortalité en France est de 22%. La surmortalité dans les grandes villes, 90%. Ça veut dire que la densité des habitants est très importante. Le virus circule beaucoup plus dans les grandes villes que dans les petites. Et enfin, troisièmement,
la surmortalité en Seine-Saint-Denis, 173%. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, les deux facteurs majeurs de cette maladie, au fond, ça a été les grandes villes et les inégalités sociales. Donc ça creuse les inégalités sociales. C'est ce que vous voyez aux États-Unis aujourd'hui d'ailleurs, avec ce drame affreux, raciste, fait par un policier, c'est que, en fait, les Afro-Américains ont souffert encore plus, je dirais, du Covid. Et donc il faut faire très attention aux retombées du Covid aussi, sur le plan social, parce que ce sont les plus pauvres qui ont été, au fond, les plus touchés, parce que c'est les plus pauvres qui vivent confinés à 15 ou 20 dans 40 mètres carrés, et plutôt que les autres. Donc ça, c'est une première remarque. Il y avait aussi des problématiques de respect du confinement. Alors ensuite, il y avait ensuite le respect, vous avez tout à fait raison de le dire, le respect du confinement. Enfin, quand vous êtes à 40 mètres carrés, c'est plus difficile, je dirais, de rester dans un appartement aussi que lorsque vous êtes dans 200 mètres carrés. Bon, mais aussi pour des raisons culturelles, je comprends très bien ce que vous dites, ça c'est vrai, il n'y a pas eu aussi de respect du confinement dans certains quartiers. Mais bon, voilà, c'est important quand même de le dire, parce qu'il y a une suite, septembre, octobre, novembre, il peut y avoir des mouvements sociaux, enfin, il faut bien réfléchir à cette précarité, il faut faire attention à cette précarité, je le dis vraiment, parce que c'est important sur le plan politique. Deuxièmement, et d'ailleurs, le confinement a été strict parce que la stratégie sanitaire n'a pas été la bonne. Parce qu'en Allemagne, où tout de suite ils ont testé, isolé, et ensuite traité, ils ont fait un confinement beaucoup moins strict. Et enfin, pour terminer la deuxième vague, je ne le sais pas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous avons des anticorps en fait. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais enfin, si vous avez des enfants qui vous ont contaminé de coronavirus saisonniers, ceux qui ne sont pas méchants, et les coronavirus que l'on a depuis plusieurs années qui donnent des rhumes simplement, et ça donne une immunité croisée avec le COV2. Et donc, on a vu comme ça que les parents d'enfants jeunes n'étaient pas, au fond, touchés, très peu touchés, parce qu'ils avaient déjà une immunité croisée. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir accordé cet entretien vers les Actuels. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci.